Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 juin 2022. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera un petit peu d'Ethereum et on parlera un petit peu dollar index et S&P 500. Donc un brief assez court, je vais essayer d'être assez bref parce qu'au final, on avait bien identifié ce qui était hautement probable en fonction de ce qu'allait faire le marché. Également, je rappelle pour la newsletter, vous inquiétez pas, vous allez recevoir les mails. C'est juste que vous êtes beaucoup, j'ai mis un petit message, mais je préfère le dire en brief, vous êtes beaucoup à avoir rejoint la newsletter. Et du coup, c'est ce qui fait que faire de l'envoi de masse comme ça, ça pose problème. Certaines boîtes mail refusent, donc on essaye un petit peu on est en train de créer notre nom de domaine, etc., etc. Donc ça prend un petit peu de temps, ça demande des validations. Donc voilà, je suis désolé, j'étais pas au courant de ça avant. J'aurais dû me renseigner un petit peu plus, mais bon, voilà, je préfère vous prévenir. Vous inquiétez pas, vous allez recevoir les mails, vous ne vous êtes pas inscrit pour rien, c'est juste que voilà, on attend les vérifs. Là, j'ai reçu un message, normalement, ça devrait être bon. Du coup, dans la journée ou grand maximum demain, ça devrait être ok. Vous allez recevoir les mails peu à peu. Il peut y avoir des limites aussi, hein, donc ça peut se faire en 2-3 jours. Donc si par exemple vous êtes deux à être inscrit à la newsletter et vous dites ah le trône il t'a envoyé, moi il m'a pas envoyé, il m'a oublié, non je vous ai pas envoyé, c'est juste que votre retour n'est pas encore arrivé dans la liste d'attente des mails qui s'envoient. Après une fois que tout sera vérifié, tout sera validé, ça va aller très très vite, vous aurez vos mails très très rapidement. Également on m'a remonté, oui je viens d'y repenser, vous recevez aussi des messages privés sur YouTube, faites très attention, sur Twitter on m'a remonté ça. On m'a envoyé un screen même que je vais littéralement ouvrir. Ça, c'est le screen d'un abonné sur Twitter qui a reçu ça. Donc faites très attention, vous pouvez recevoir des... Je sais pas comment ça marche sur YouTube, mais je crois qu'on peut vous envoyer des mails via vos comptes Google. Je sais pas si je dis une bêtise, corrigez-moi. Mais c'est littéralement un scam. Je ne vous contacterai jamais. D'ailleurs, c'est pas l'analyse, c'est pas l'arrobase mail du trône, hein. C'est soit le trône contact@gmail.com, soit newsletter. Donc ça, quand vous recevrez la newsletter, vous verrez dans notre nom, il y a newsletter cryptoletrone.com ou letronecrypto.com, je sais plus quel est le nom de domaine exactement. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas mon mail. Donc si vous recevez un message comme ça ne vient pas de moi. Faites très attention, ne vous faites pas arnaquer. Je ne vous solliciterai jamais en message privé pour une technique qui aidera à gagner dans des années à venir. Enfin, je sais pas ce que la personne raconte. Ça se voit que c'est traduit. Généralement, c'est plutôt des bots russes qui traduisent ça du français. Donc faites très très attention, mais ce n'est pas du tout moi. Je ne vous contacterai jamais directement sur YouTube ni sur Discord. Je ne viendrai jamais vous voir pour vous proposer des trucs à vous vendre ou des stratégies magiques ou peu importe. Donc faites très très attention à ça. Honnêtement, si vous pouvez, contactez-moi sur Twitter si vous recevez ce genre de mail. Si vous voulez vraiment confirmation, je vous dirai oui, c'est moi, non, c'est moi. À 99,9999%, voire même 100% de chance, ce ne sera pas moi. Mais voilà, si vous voulez être sûr et certain d'avoir le cœur net, vous m'envoyez le screen, vous me dites est-ce que c'est toi, je vous répondrai absolument. Et en tout cas, merci aussi à l'abonné qui m'a partagé ça, vraiment. Merci beaucoup, ça peut éviter à certains de se faire avoir malheureusement dans la précipitation ou simplement de commencer l'échange en croyant que c'est moi, sauf que ce n'est pas moi. Parenthèse fermée, donc voilà, faites très très attention. Promis, parenthèse fermée. Alors du coup, le Bitcoin, on commence directement. Bon, malheureusement, mouvement baissier, on en avait parlé ici au niveau de l'order flow. On avait vu une trop grosse hausse. Order flow. Waouh, la doc ici, je sais pas ce qu'a fait Brave. Bref, on a vu oui, ici au niveau de l'order flow, donc c'est ici qu'on a vu beaucoup trop de positions qui se sont leveragées, donc trop de positions ouvertes, une grosse hausse de l'open interest. Beaucoup sont entrés après le mouvement aussi, donc en gros, beaucoup ont raté le mouvement. On peut le voir ici où l'open interest s'est vraiment mis à augmenter ici, hein. Enfin, on a vu qu'il a augmenté avant, bien évidemment, mais bon, moi je fais le brief jusqu'à environ 9-10 heures du matin, donc c'était ici. Après, je suis plus dispo. Du coup, je peux pas vous faire le brief sur ce qui s'est passé dans la journée en temps réel, hein. Moi, à 10 heures, ça s'arrête, donc j'avais la data jusqu'à 10 heures. Mais ce qui est intéressant, et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que regardez l'open interest, comment il est monté alors que le prix ne fait rien. Donc il y a un paquet de gens qui sont venus long et short ce mouvement. Ce qui est très grave, et possiblement une majorité aussi d'acheteurs et de vendeurs, enfin peu importe. Rappelez-vous, hein, si l'open interest augmente, c'est qu'il y a et des acheteurs et des vendeurs à découvert, donc des gens qui short et des gens qui long. Et quelqu'un qui long, il se passe quoi? Si vous allez long le Bitcoin, vous allez créer un prix de liquidation au sud. Si vous allez short le Bitcoin, vous allez créer un prix de liquidation au nord. Ok? L'objectif du marché, très généralement, c'est de venir chercher justement ces prix de liquidation. Et oui, le marché, il est chiant, c'est un connard, et il essaye de faire perdre un maximum de personnes. C'est pour ça que si une majorité de gens achètent ici, ou par exemple, si des acheteurs achètent ici avec des leviers assez conséquents, ça peut être intéressant de venir les chasser justement pour chercher leur liquidation. Pourquoi c'est intéressant de chercher les liquidations? Parce que les exchanges sont rémunérés non pas via les liquidations directement, mais via les transactions effectuées sur un exchange. C'est-à-dire que Binance hier s'est gavé, a vu son chiffre d'affaires exploser en 24 heures. Pourquoi? Voire en quelques heures, parce qu'il y a eu énormément de positions fermées. Une position fermée, c'est une position exécutée au marché, ou pas, mais une position qui s'exécute dans le marché, et donc Binance touche une commission. Pareil pour Bybit, pareil pour FTX, etc.
Et eux, ils se gavent de cette façon. Donc Binance, ce qu'il fait, ou Bybit, FTX, peu importe, c'est qu'on paye des market makers qui, eux, sont là pour apporter de la liquidité et driver, donc en gros conduire le marché dans des points de liquidité importants. Ce qui fait que le market maker touche une commission sur ce qu'il va exécuter, Binance paye le market maker, et donc Binance, lui, est aussi rémunéré via le volume exécuté. Plus un exchange a du volume exécuté, plus il se fait de l'argent. Parce que quand vous le savez, je pense, si vous ne le savez pas, quand vous êtes débutant, mais quand vous allez acheter sur Binance, vous allez payer un frais, par exemple, je sais pas moi, 0,025% ou peu importe, de la taille de votre position. Binance lui met cette commission dans cette poche. En gros, Binance, c'est ce qui Binance vous permet de trader, donc Binance, voilà, vous facture une petite commission parce que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir acheter ou vendre, investir et vendre. Ok, donc Binance lui paye des serveurs, Binance paye du service, et quand je dis Binance, je dis tous les exchanges. Hein. Eux, les exchanges payent des services, il faut payer ces gens-là, et du coup, leur source de revenus se fait, je dirais, à 95% via l'exécution de liquidité. Donc leur but, bien évidemment, c'est d'en exécuter le plus possible. Quand il n'y a pas de liquidation, pardon, de liquidité exécutée, le chiffre d'affaires de Binance, il est faible, il diminue. C'est pour ça que Binance a beaucoup plus de pognon que Coinbase, parce que Binance a les contrats dérivés, chose que Coinbase n'a pas, et Binance est un exchange qui a beaucoup plus de volume que Coinbase. Enfin, Binance a beaucoup plus de volume. Si on va sur CoinMarketCap et qu'on regarde au niveau du volume exécuté par exchange, donc exchange, par exemple, même en spot, je crois que Binance est au-dessus. Hein, voilà. Binance, par exemple, c'est 14 milliards en 24 heures. C'est énorme. Vous voyez, il y a eu beaucoup de volume exécuté. FTX, c'est plus 105%, donc là, ils se sont gavés. Et si vous regardez sur les dérivés, c'est 57 milliards. Donc là, Binance se gave. Imaginez toutes les commissions qu'il... Voilà, ici, vous avez même les fees. Maker fees 0,02%, Taker fees 0,04%. Donc dites-vous qu'ils ont mangé des pourcentages énormes sur ces 57 milliards. Donc là, Binance s'est gavé littéralement. Bon, derrière, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice pur. Faut payer les exchanges, enfin, faut payer les gars qui vérifient, enfin, faut payer les serveurs, faut payer les mecs de sécurité, faut payer les mecs qui font le support, faut payer les mecs qui travaillent sur le design, les mecs qui travaillent sur la communication, les mecs qui travaillent sur le marketing. Enfin, voilà, c'est une entreprise, bien évidemment, mais c'est comme ça qu'ils se font un paquet de pognon. Donc eux, leur but, bah, c'est d'exécuter le maximum de liquidité. Et donc, en mécanisme de marché, il se passe quoi? Quand vous avez ici un paquet d'acheteurs et un paquet de vendeurs qui rentrent en position, que vous avez ici un paquet de vendeurs et un paquet d'acheteurs qui rentrent en position, et que majoritairement, en termes de quantité de traders, ici vous avez majoritairement des shorters, mais que les acheteurs ils arrivent par la suite, et que le marché il faiblit, bon bah il se passe quoi? Ici, quand on vient ici, des vendeurs ils en profitent pour sortir, ça on le voit ici, puisque le ratio short, dès qu'on a dumpé, il a diminué fortement, donc il y a beaucoup de mecs qui ont clôturé leur short, et du coup il reste qui? Bon bah il reste les acheteurs. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un paquet d'acheteurs ici, il y avait des vendeurs ici qui sont sortis de position à break-even, et du coup il y a un paquet d'acheteurs qui deviennent coincés ici. Du coup, l'objectif du marché, c'est de faire quoi? Bah, c'est de faire souffrir les acheteurs pour aller chercher ce qu'on appelle les prix de liquidation, les stop-loss qui sont aussi de la liquidité exécutée. Et les exchanges adorent exécuter ces points de stop-loss pour exécuter de la liquidité et donc se faire un paquet de pognon. Et du coup, on se retrouve à aller chasser aussi les stops sous le creux juste ici avec une petite mèche. Et là, à l'instant T, ce qu'on attend, parce que là, la direction, elle est très compliquée. Là, dites-vous que on n'est pas dans une tendance, on est vraiment dans du range et que trader ça, c'est très compliqué sur du court terme. Pour trader ça, en gros, il faut vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la dynamique. Et ça se passe aussi beaucoup au niveau de l'order flow. Ici, par exemple, là, on voit vraiment... Enfin, moi, j'ai un indicateur ici qui m'indique le leverage. Il y a vraiment eu trop de gens qui ont ouvert des positions avec levier. Trop d'acheteurs qui sont rentrés trop tard. Les funding augmentent, le funding augmente. Beaucoup d'acheteurs qui rentrent ici. Bon, bah, bam, on les nettoie. Ok. Donc ça, par exemple, c'est des bonnes conditions pour shorter dès que le marché annonce des structures de retournement. Mais ça, je vois ça avec les élèves dans des setups qu'on essaie de développer via l'order flow. Mais pour revenir là-dessus, là, actuellement, ok, les acheteurs ont été nettoyés. On le voit ici, vraiment, l'open interest, il s'est fait défoncer. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire probablement, c'est du range pour savoir ce que les gens vont faire. On va attendre de voir ce que les gens vont faire. Si les gens shortent, il y a une grosse probabilité qu'on puisse faire un truc comme ça et donc un big rebond. En l'occurrence, ici, les gens shortaient probablement pour qu'on ait ce rebond. Par contre, si les gens se mettent à long, se disent bon bah c'est bien, on a bien dit, on peut rajouter du long, bon bah ce qui va se passer, c'est continuation baissière. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'au sein de ce range, et j'en ai déjà parlé, c'est plutôt sur Coinbase qu'on verra ça, c'est que on est sur un V-bottom déjà, pour l'instant. Enfin, un V-bottom. Oui, ici on est sur un gros V ici en H1. Au niveau de ce V, on a laissé des gros creux dans le volume profile. Et quand je dis des creux, c'est carrément des trous en fait. Là, je vais cacher le prix pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez, il y a carrément des trous ici. Et littéralement, en fait, même ça s'étend jusqu'ici. Et on a littéralement un trou ici. Donc déjà, les 26 600 sur le spot sur Coinbase, c'est très probable d'y revenir. Je dis pas qu'on va y revenir absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on reste dans ce range, dans lequel Bitcoin est bloqué, entre 32 600 et 25 300, bah, il y a de grandes chances de revenir dans le bas du range déjà, mais surtout de revenir combler ce manque de volume exécuté dans les 26 300 jusqu'aux 26 800. Donc moi, je me dis que tant qu'on ne résout pas vraiment ce range au nord, c'est-à-dire tant qu'on ne voit pas, on remonte, on break out, on a de la force, on continue,
bon bah il y a de grandes chances de revenir ici. Et rappelez-vous, dans un range, c'est quoi le meilleur point d'entrée? C'est pas le milieu. Et vous allez voir que dans un range, les gens se positionnent toujours majoritairement où ça? Au milieu. Regardez ici. Ici, j'ai l'extrémité basse, j'ai l'extrémité haute. Regardez où est-ce qu'on a le plus de volume exécuté dans le range. Au milieu. Là où c'est le pire moyen de se positionner. Enfin, le pire endroit. Il n'y a pas pire. Dans un range, quand vous êtes positionné au milieu, vous êtes dans quasiment 80% des cas, vous allez être rect. Parce que le prix est quasiment tout le temps au milieu. Quand il y a des petits tours dans le haut du range, c'est très rapide et on redescend. Et vous essayez de targeter une sortie du range généralement. Et du coup, généralement, le marché peut revenir dans le bas du range. Et là, on peut chasser vos stops. Ok. Pareil, si vous êtes short ici, on peut chasser vos stops ici et réintégrer. Donc c'est vraiment la pire localisation. Par contre, la meilleure, bien évidemment, que ce soit en achat ou en vente. En achat, c'est les extrémités basses. Donc ici, on va dire le bas du range. Tout simplement le bas de la mèche. Et ici, simplement le haut du range. Et on voit que c'est bien la bonne localisation. Là, le prix est vraiment en train de buter dans le haut du range. Donc là, les vendeurs repoussent le prix. Il n'y a pas de cassure pour l'instant. Et du coup, si on vient dans le bas du range, là, ça serait vraiment une bonne opportunité de capturer du Bitcoin avec soit un stop sous le bas du range, ok, soit un peu plus éloigné pour éviter d'avoir un stop chassé bêtement, donc une entrée par ici avec un stop là-bas par exemple. Ou, autre possibilité, c'est jouer de la liquidité du marché, c'est de se dire, ok, j'attends qu'on sorte légèrement du range ici, et je vois ce qui se passe. Si on réintègre comme ça, là j'ai une bonne opportunité pour rentrer parce qu'on aura juste chassé les stops et donc j'aurai capturé probablement le point bas. C'est un peu dans une accumulation Wyckoff, je dis pas qu'on est dans une accumulation Wyckoff, mais c'est un peu ce que Wyckoff a essayé de décrire dans ses schémas d'accumulation. Ici, accumulation Wyckoff, image, tac, 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 ici. Là, c'est ce que vous avez ici, la phase B, mais je vais plutôt mieux trouver ici le spring. Ok, ça en gros, c'est qu'on vient capturer la liquidité des creux précédents dans un range pour exécuter nos propres achats et ensuite on retourne le marché parce que tous les stops des acheteurs dans le range ont été bouffés. C'est très généralement comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici le spring. En gros, c'est la chasse aux liquidités. Et du coup, la bonne opportunité, c'est soit on achète la réintégration ou, idéalement, si on peut avoir le luxe d'avoir ça, une petite structure comme ça qui permet d'encadrer le trade avec un stop ici. Si on repère ici, c'est fini. Donc là, c'est vraiment résolution baissière du range. Ok. Donc ce qu'il faut savoir à l'instant T, c'est qu'on n'a pas de résolution de range. Donc au moindre mouvement aussi du Bitcoin, il ne faut pas s'exciter. Au moindre mouvement baissier, il ne faut pas s'exciter non plus. Ici, c'est juste les exchanges qui se gavent. Ils attendent tranquillement que les gens se positionnent avec levier, que ce soit et des longs et des shorts. Hop, si c'est des shorts, on fait un short squeeze au nord, comme ici. Si c'est des longs, on fait un long squeeze, donc on liquide les longs ici. Donc on voit les pics de liquidation acheteurs, tout simplement. Et c'est comme ça qu'eux se nourrissent. Ils se nourrissent de vos liquidations et de vos liquidités. De tous ceux qui foutent en gros beaucoup de leviers avec des grosses positions, des stops très serrés. Et ils exécutent tout ça et ils se gavent. Et le trader, bah lui, il galère à faire son pognon parce que le marché est très difficile à trader, qu'il y a, je dirais, 95% des gens qui perdent actuellement dans le trading range de Bitcoin, surtout qu'en plus, pourquoi on reste dans le milieu du range? Parce que c'est le pire endroit pour se positionner, et c'est pour forcer les gens à se positionner ici. Quand vous vous sentez obligé de trader, bah, si on reste dans le milieu du range, vous allez trader dans le milieu du range, et c'est le pire endroit pour agir. Alors que le bon endroit pour agir, c'est extrémité haute, extrémité basse. Et là, bon, là, c'est la zone de rechargement, mais le bas du range, en gros, c'est tout ce qui est, on va dire, de 78,6 jusqu'à 100%. Et on voit en plus qu'on a des creux qui demandent d'être comblés, carrément des gammes dans le volume profile. Donc moi, personnellement, si je voulais trader le Bitcoin, je traderais pas le bas du range, je traderais tout ce qui vient dans le haut du range avec des signes de faiblesse, faiblesse ici, et j'achèterais le bas avec des signes de force type W comme ça. Là, ça peut s'acheter sans trop de problèmes, ou des chasses au stop, tac, réintégration, là il y a un bon short, donc on voit un M ici, bon short, ou ici, on va chasser sous les creux, hop, W réintégration, bon long à prendre ici pour retargeter par exemple le milieu du range, voire ensuite le haut du range. Ici, c'est des idées de trade, mais là, encore une fois, on n'est pas dans la lecture d'avenir. Si vous voulez de la lecture d'avenir, c'est pas sur cette chaîne parce que ça n'existe pas. J'ai pas une boule de cristal, je peux pas vous dire oui, le Bitcoin, il va partir dans ce sens. En revanche, je peux lire le marché, ce qui se dessine. Il y a littéralement ce qu'on a bien identifié depuis très longtemps, c'est le range entre ces deux bornes. Et tant qu'on sera dans ces deux bornes, il n'y aura aucune direction. Donc le mec qui, le jour, vous annonce un Bitcoin à 50 000 et qu'il a une bougie rouge, il vous dit oui, on va craquer à 2000 $, par exemple, c'est bullshit. Puisque ça reste du range ici. Maintenant, on peut avoir une opinion du marché, de se dire que ce range va résoudre au sud, et ajouter des arguments, de dire « Ok, je pense que ça va résoudre au sud parce que, et du coup, je target ça comme objectif. Ok. Par exemple, moi, si j'étais bearish ou si j'étais bullish, je vous dirais, je target en cas de cassure baissière, ici, environ de 20 800 à 17 800 $. Et si j'étais bullish, je vous dirais, je target de environ 37 000 $ jusqu'à 39 000 $ en sortie de range. Maintenant, honnêtement, j'ai aucun biais ni bearish ou bullish pour l'instant. Et j'essaye de ne pas avoir de biais. Maintenant, je peux avoir une opinion de la direction.
qui peut prendre le marché sans que ça influence ma décision de trading. Et ça, à ce moment-là, je le peux le voir au niveau de l'order flow. Pourquoi sur YouTube, à l'époque, je pense que j'étais l'un des seuls à amener les arguments bullish en mars 2020, avril 2020, c'était surtout grâce à l'order flow. Parce que je voyais que les gens shortaient énormément et donc bah, j'annonçais souvent la cassure, oui, la résistance va péter au nord. Non, il ne retournera pas probablement à 5000 puisqu'il y a trop de gens qui shortent et que la direction est probablement haussière. Et du coup, les gens ont été bearish très très longtemps. C'est pour ça que c'était assez facile d'apporter en fait cette opinion de oui, le marché va probablement et très probablement monter. Mais là, si je regarde au niveau de l'order flow, je suis désolé, mais j'ai pas 8000 arguments qui m'amènent à penser que oui, le marché va absolument et absolument remonter. Ce serait mentir. Parce que quand je vois les fundings, on reste majoritairement ici sur Binance, sur des fundings majoritairement positifs. Ça, c'est généralement pas signe de bottom. Idéalement, au niveau de l'open interest, il continue de monter, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui continuent de foutre du levier. C'est différent, par exemple, l'été dernier, c'est pour ça que j'ai annoncé très très probablement une cassure du range au nord, et vous pouvez regarder les briefs de l'été dernier. Pourquoi? Parce que là, c'était clair. Funding négatif, ça trompe pas. Qu'on a autant de funding négatif ici, ou même autant de funding négatif ici, ça trompe pas. Mais actuellement, j'ai pas de funding négatif, aucun des funding neutres, voire légèrement positifs. Donc là, par exemple, ce à quoi on pourrait s'attendre, il y a encore pas mal d'acheteurs dans ce range, donc se dire qu'il faille aller chasser les stops au moins sous 26 000, et après on voit. Je pense qu'on a, si vraiment on veut poser un bottom ici, qu'il y a la smart money qui achète, les exchanges vont devoir s'arranger pour sortir un maximum d'acheteurs au sein de ce range, donc péter un maximum de stops, et ensuite essayer de capturer un maximum de vendeurs, et si par la suite, là on a des funding négatifs, là je vous dirais ok, on est probablement dans la phase de bottom pour remonter par la suite. Mais là honnêtement, quand je vois le marché ici, très compliqué de vous dire oui, c'est bullish à 100%, on va breaker au nord parce qu'il y a encore un petit peu trop de funding positif. Maintenant, il y a un ratio short supérieur sur Bybit, donc il y a beaucoup de gens qui sont short sur Bybit actuellement. Et ces shorters, on est en train de les sortir peu à peu, mais les mecs continuent de shorter encore. Donc si on se réfère qu'aux informations de Bybit, la résolution haussière serait la plus probable, et Bybit est un bon indicateur de sentiment, donc les gens commencent à être pas mal bearish. Mais on a toujours sur Binance et sur d'autres exchanges une majorité de mecs qui cherchent à capturer du long. Et c'est pour ça qu'on les sort à chaque fois. Hein. Dès qu'il y a des mecs qui rentrent en long, on les sort. On n'est pas là à leur faire un cadeau, à leur donner du gain. Donc honnêtement, pour l'instant, ça reste du 50-50, je pense, dans la résolution de ce range. Maintenant, l'action du prix ne ment pas. Il y a littéralement des gens qui accumulent beaucoup dans les 28 500 $. Et du coup, pour de l'achat spot, 28 500, ça peut être très intéressant. Et vous ne lisez pas l'avenir. Simplement, ok, je vois des gros qui achètent ici, bah, j'achète avec eux. Et sur le long terme, c'est probablement un bon prix. Maintenant, un bon prix, ça peut être offert très longtemps. On peut avoir de meilleurs prix. Hein. Techniquement, la zone de rechargement, long terme, je dis pas qu'on va absolument vers ces niveaux de prix. Mais grosso modo, la bonne zone d'achat long terme, elle est sous 28 500, ok, dans la zone de rechargement. Et du coup, ça s'étend jusqu'aux 17 000. Donc, une bonne zone d'investissement, c'est quelque part là-dedans. Tout ce qui vient là-dedans, c'est bien. Donc, si le Bitcoin, il fait ça, tac, et puis tac, et puis tac. Bon, bah, tout ce qui vient ici, vous pouvez acheter en DCA sans problème si vous croyez au Bitcoin. Maintenant, un bon setup d'investissement, c'est plutôt quelque chose comme ça. Si jamais on peut avoir ça. Tac, 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 un bon truc plat, du désespoir, les belles structures, et là, hop, on repart. On repart sur un marché haussier. Mais ça, par exemple, c'est pas encore dans le graphe. Donc, vous reparlez de marché haussier pour l'instant, non. Et vous redire qu'absolument, on va breaker au sud et on aura de la continuation baissière. Bah non, puisqu'on a besoin, en fait, de s'affranchir du bas du range, ok. Donc, à l'instant T, dire que le prochain mouvement sera aussi au baissier, c'est un peu du casino puisque c'est 50-50 et on attend simplement de voir la résolution du range par les acheteurs ou les vendeurs. Mais en attendant, et c'est ce que je fais dans les briefs, grâce à l'order flow, on voit ce qui se passe un petit peu, parce que les gens sont en mode FOMO long, FOMO short, etc. Et du coup, ça permet néanmoins de, sans trop d'efforts, de se dire ok, si on commence à revenir dans ces zones de prix, ça c'est ce qu'on avait vu hier. Hein. On avait vu hier, c'était que si on revient dans ces zones de prix ici, bah, c'est pas bullish. Et du coup, bon, bah, ça rate pas, bam, grosse liquidation. Ok. Et du coup, hier, si j'avais été derrière les écrans, enfin, si j'avais fait un brief à 19h, par exemple, ou 20h, bon, on aurait pu voir ensemble que, attention, il y a trop de gens qui rentrent avec levier dans ces zones de prix, pourtant le prix ne bouge pas. Donc, attention, attention. Il y a un petit peu une divergence. Beaucoup de gens achètent, mais le prix n'augmente pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent du risque. Enfin, il y a aussi des mecs qui shortent en face. Mais ensuite, quand le prix commence à faiblir comme ça, là, c'est pas bon. Et du coup, quand on revient dans ces zones de prix, c'est pas bon non plus. Ok. Donc, je vais pas dire que c'était prévisible à 100%, mais on en avait parlé que ça pouvait être dangereux et qu'on pouvait vite revenir justement sous les creux ici si on regagnait ces zones de prix. Ça, c'est ce que permet de faire l'order flow et c'est ce qui permet aussi de prendre des décisions de trading encadrées
stop à ce niveau, entrée à ce niveau, take profit à ce niveau. Je sais combien je vais perdre, je sais combien je peux gagner, ni plus ni moins. Je suis pas en mode casino, ah bah je short ici, on verra bien ce que je gagne, on verra bien ce que je perds. Non, je sais d'avance où je vais stopper, quel montant je vais perdre et quel montant je risque de gagner. C'est hyper important, ok? Du coup, bon, c'était une grosse parenthèse sur le Bitcoin. Rapidement, je fais très vite Ethereum. Au final, on a parlé de beaucoup de gestion du risque et d'appréhension de marché. Alors, Ethereum, toujours pour l'instant, bon, aucune structure de bottom. Je pense toujours qu'on a besoin d'aller sous les 1700. Il y a trop de liquidités. Enfin, même au niveau des liquidations, là, il y a un paquet de liquidations. C'est juste incroyable. Au niveau voilà, du côté des longues, ici, franchement, 1006 jusqu'à 1480, il y a un paquet. Je dis pas qu'on ira à 1480, mais déjà dans les 1006, il y a et des liquidations énormes et des stops. Donc, je pense qu'elle est sous les 1700. C'est vraiment avantageux pour des exchanges. Honnêtement, après, si jamais ici c'est maintenu, qu'on se met à voir tac, 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 y a pas de problème, le marché va remonter, hein, ça y a aucun problème. Mais à l'instant T, tant que je vois pas de dynamique de structure de retournement qui inversera la dynamique, je me dis que vraiment c'est bizarre qu'on n'aille pas sous 1700, donc je me dis toujours qu'on ira sous 1700 tant que je ne verrai pas de structure de retournement et j'ai rien de plus à dire pour Ethereum. Rapidement, je finis pour macro, donc on voit l'argent qui ressort des risk-off, les bonds qui tombent, le gold qui tombe, le yen qui tombe, les risk-on aussi, pourquoi? Parce que S&P est un asset à risque, Bitcoin aussi, le pétrole qui en est un de base, mais en période d'inflation, qui est un asset qui est beaucoup recherché. Et donc on est en période d'inflation, donc le pétrole est beaucoup recherché. Et également, le dollar index est dans une phase, donc le dollar index, lui, il est risk on, risk off. Il peut faire les deux. Là, on est dans un état de marché où le dollar index est la valeur refuge. Le dollar est la valeur refuge actuellement. Le dollar se remet à remonter, donc Bitcoin chute, S&P chute, pétrole chute légèrement, le gold chute légèrement, le yen se mange une bonne grosse claque et les bonds réattaquent leur support et peuvent faire de la continuation baissière. Donc faites très attention, si on revient dans un environnement, le dollar index pump, ça peut être très dangereux. Moi j'attends de voir ici justement la résolution du range, si ça résout au nord, on va revenir probablement dans la zone qu'on avait vue ensemble, hein, zone de rechargement de short juste ici. Et si on y revient à ce moment-là, faudra voir si on sera sur le développement d'un top. Parce que rappelez-vous, il y a la hausse des taux en Europe qui va arriver bientôt, et du coup l'euro va probablement reprendre de force, et ça le dollar index va probablement le pricer, c'est pour ça qu'on pourrait instaurer un top sur le dollar index. Maintenant, court terme, c'est le dollar qui est fort, donc les assets à risque qui sont faibles. Et également, on attend de voir résolution du range sur le dollar index et résolution du range sur le S&P 500. Le S&P 500 qui est revenu au contact du premier arrêt. On voit ici littéralement qu'il y a des gros portefeuilles qui défendent beaucoup cette zone à la vente, et des gros portefeuilles qui défendent ça à l'achat, donc c'est ce qui crée un range, et on attend de voir quelle est la structure qui va se dessiner ici. Est-ce que ça va être du M? Ok, donc tac, tac, voire épaule, tête, épaule. Si c'est ça, c'est bearish, surtout au contact du premier arrêt, donc là ça sera retest probablement des creux trouvés ici. Par contre, si ça part en W, donc là je vais passer en bougie, mais si ça part en tac, 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 W, là c'est continuation haussière, et donc ça c'est très bien pour les assets à risque, et donc le Bitcoin pourra suivre. On n'oublie pas aussi notre corrélation, assets à risque, indice US, et Bitcoin et crypto-monnaies qui sont très corrélés au mouvement des indices US. Si vraiment on commence à s'installer sous ce niveau, attention à la retest du creux ici, donc il y aura probablement une continuation baissière aussi pour les cryptos. Donc quand je dis continuation baissière, c'est juste ici, probablement un retest du bas du range, tout simplement. Également, après un breakout, et ça on le verra mieux, on le voit bien ici, après un breakout d'une résistance, on est censé être fort. Là, si on se met à dessiner du M, c'est pas bon. Et ça sera aussi probablement annonciateur d'un retour de bas de range pour revenir manger la mèche ici qu'on n'est jamais venu remanger ici. Ok? Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, bon, ça va être encore intéressant via le Patreon. Ça reste le début du mois, donc ça, c'est en description et en commentaire. C'est tout ce qui est paiement sécurisé, PayPal et carte bancaire. Également, si vous souhaitez rejoindre via les modalités crypto, tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord. Donc c'est juste ici, salon bienvenue, c'est où? Je me perds, il y a beaucoup de salons, il y a beaucoup de contenu. Juste ici, c'est le salon bienvenue, donc paiement en USDT, BNB, Ethereum. Vous avez aussi des petits tips pour payer le moins de frais possible, donc tout ce qui est BEP20 et RC20, c'est ce qui se fait de mieux. Bon, vous allez me dire, au RC20, il n'y a pas trop de frais en ce moment aussi, donc bon, les réseaux sont cool. Les BEP20, c'est ce qui se fait de mieux en termes de frais. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez vraiment pas à la poser à un des professeurs. On est connecté en haut à droite. Vous nous envoyez un message, cliquez droit, envoyez un message, on répondra à votre question. Si vous avez procédé au paiement et que vous avez le TXID, vous envoyez le TXID à tous les professeurs. Le premier qui le voit, le valide et comme ça, vous avez votre rôle élève directement. On se retrouve donc demain pour un prochain brief très probablement. Je fais au plus vite pour la newsletter. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.